Bonsoir tout le monde, je suis hyper content que vous soyez là. 200 personnes dans une librairie, c'est pas tous les jours, je peux vous dire. Moi Chez qui. nous, oui. Oui, à part chez vous. Pourquoi le film? Parce que donc moi je dirigeais un mouvement qui s'appelle Colibri, qu'on a créé avec quelques personnes en 2006. Je l'ai dirigé jusqu'à l'été 2013. Et j'avais l'impression d'avoir des conversations avec des personnes qui étaient toujours d'accord avec moi. Qu'on était entre nous, entre personnes qui pensent déjà à peu près la même chose. Et que j'avais envie d'essayer d'aller parler aux autres, à ceux qui commençaient à se poser un peu des questions, mais qui étaient encore un peu loin de ces cercles militants. Et pour m'adresser à eux, je me suis posé la question de savoir ce qui pourrait être le plus efficace. Donc le cinéma, ça paraissait évident parce qu'on est dans une société d'image forte. Mais plus que le cinéma, l'objectif était de passer d'une modalité qui était parler de la catastrophe, expliquer que tout va mal, à une autre modalité qui était raconter une histoire. Aller chercher certaines des meilleures solutions qu'on connaît dans un certain nombre de domaines, les mettre ensemble et construire un récit. Pourquoi? Parce que, a priori, les histoires sont le moyen le plus puissant pour à la fois rassembler les gens, mais aussi pour leur permettre de coopérer. C'est ce dont on parlera peut-être tout à l'heure. C'est ce que raconte notamment Harari dans Sapiens ou dans Homo Deus. Et j'avais pas lu tout ça jusqu'à ce moment-là. Et c'était une espèce d'intuition qui s'est confirmée par la suite, puisque contrairement à d'autres films auxquels j'avais pu participer, ou films d'amis qui avaient fait des documentaires sur l'écologie ces dernières années, Demain a touché un public beaucoup plus large. On a fait 1 200 000 entrées en France. Il est sorti dans 30 pays. On a vendu 250 000 DVD, je crois, avec plein de gens qui, un peu comme toi, les achetaient par pile de 10 ou 15 pour les donner à Noël ou à leurs amis. Et il y a énormément de projets qui sont nés du film. On a commencé à recenser au départ, parce qu'il n'y en avait que quelques-uns qu'on voyait passer dans la presse locale. Puis au bout d'un moment, il y en avait tellement qu'on a ouvert une section sur le site internet qui s'appelle donc Après-demain, avec l'intention de proposer aux gens de décrire ce qu'ils avaient fait après avoir vu le film. Et là, il y a plus de 1000 contributions sur le site. Et voyant ça, France 2 nous a proposé de faire un autre documentaire, donc qui passera à la fin de l'année, qui s'appelle Après-demain, c'est très original, et qui est allé à la rencontre de toutes ces personnes-là. À la fois ceux qui ont réussi, mais aussi ceux qui ont échoué, parce qu'il y en a qui ont échoué. Et à partir de ces rencontres-là, j'ai essayé d'extrapoler en essayant de mettre en avant les recettes qui faisaient que certaines initiatives fonctionnaient et d'autres pas. Et puis en essayant de comprendre comment on pourrait changer d'échelle, de passer de plein de petites initiatives morcelées à un changement plus systémique. Donc à nouveau, ça parle de récit et de coopération, beaucoup. Moi, ce que j'ai pu voir dans mes années de militantisme et tout ça, c'est qu'il y a deux choses qui ne marchent pas. La première, c'est faire la morale et essayer de convaincre les gens qu'il faut faire quelque chose. Enfin, si vous avez déjà essayé, je pense que vous vous en êtes rendu compte tout seul. Ce qui marche mieux, c'est la fameuse phrase de Gandhi qui dit montrer l'exemple n'est pas la meilleure façon de convaincre, c'est la seule. Je raconte souvent cette petite histoire avec mes enfants. Quand mon fils était plus petit, puisqu'il a 13 ans maintenant. C'est un ado qui pue des pieds et qui regagne la Coupe du Monde. Il a d'autres qualités. Je voulais brosser à gros traits. Et quand il avait 6 ans, à un moment où on avait des souris dans la maison et que j'essayais de me débarrasser de ces souris en calfeutrant les placards, en nettoyant tout pour qu'il ne reste pas de nourriture, en mettant des trucs à ultrasons, et que ça ne marchait pas, j'ai fini par mettre un piège au milieu de la cuisine. Et un matin, on est descendu et donc il y avait une souris qui était décapitée dans le piège. Et donc mon fils, Pablo, de 6 ans, regarde le piège, me regarde et puis il me dit alors l'écolo, on tue des animaux?
Et je me suis dit, là, je pense que c'est mort. C'est-à-dire que je pourrais lui dire tout ce que je veux sur il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. Tant qu'il me verra le faire, ça changera rien. Bon, bah, c'est un peu pareil avec votre belle-mère, vos collègues de bureau, vos amis que vous bassinez pour qu'ils prennent leur vélo, pour aller au travail, pour qu'ils mangent moins de viande. La seule chose qui peut avoir de l'impact sur eux, c'est que vous le fassiez et que vous le fassiez pas dans une démarche de militantisme un peu sacrificielle, mais que ils sentent que que vous le faites parce que ça correspond à vos convictions les plus profondes. Et en le faisant, c'est ce que j'explique dans le livre, vous pouvez commencer à raconter une histoire. Et l'histoire que vous racontez quand vous faites quelque chose a souvent plus d'impact que la petite quantité de CO2 que vous n'avez pas émise en allant à votre travail, en faisant du vélo, plutôt qu'en prenant la voiture. Pourquoi? Parce que quand on met bout à bout l'ensemble des gestes individuels que chacun d'entre nous peut faire, c'est ce que j'explique au début du livre, malheureusement, le compte n'y est pas. C'est-à-dire que si on regarde par exemple la question de l'eau, pour laquelle on a entendu pendant des années et des années qu'il fallait prendre une douche plutôt qu'un bain, la consommation d'eau des individus, de chacun d'entre nous, ça représente à peu près 9% de la consommation globale. 91%, c'est l'agriculture et l'industrie. En revanche, si, par exemple, par nos choix de consommation, on va commencer à manger moins de viande, on va acheter des produits qui viennent plutôt de l'agriculture biologique, donc qui sont souvent moins consommateurs en eau parce que plus d'humus dans le sol, plus capacité de la stocker, etc. Et que ça, ces petits gestes-là, additionnés les uns après les autres, font une sorte de changement culturel, c'est-à-dire qu'on se met à avoir un changement de mentalité, ce qui commence à venir, par exemple, avec les pesticides. Quand on fait des études d'opinion, on voit que entre 80 et 90% des personnes sondées pensent qu'il faut vraiment sortir de pesticides donc, ou d'herbicides tels que le glyphosate, les néonicotinoïdes, etc. Ça, c'est un changement culturel qui potentiellement peut commencer à avoir un impact dans des structures économiques ou politiques. C'est-à-dire que des entreprises peuvent commencer à se dire, bon, bah, les gens veulent plus d'agriculture biologique, ils veulent plus de circuits courts, ils mangent moins de viande, ça on le voit très clairement dans les études de consommation, donc on se met à proposer autre chose. Ça peut aussi se traduire dans des mesures politiques. Là, on voit que dans la loi alimentation qui est en train de passer, il y a énormément de choses sur lesquelles les députés et le gouvernement se sont assis, mais que la fronde et la grogne montent. Et que, à mon avis, ils ne vont pas pouvoir continuer comme ça très longtemps, parce qu'il y a un décalage justement beaucoup trop grand entre l'opinion et la façon dont eux vont voter les lois. Et ça, potentiellement, après, ça peut avoir de l'impact. Parce que si les modèles agricoles se transforment, si les modèles industriels se transforment, là, on va avoir vraiment faire une différence sur la consommation d'eau. En revanche, si on continue à cantonner les gens à ces petits gestes en leur disant que c'est ça la solution, pour moi, malheureusement, on n'arrivera pas à basculer vraiment dans autre chose. Le problème, c'est que la communication s'est faite quasiment exclusivement là-dessus pendant des années, en disant éteignez la lumière, prenez une douche plutôt qu'un bain, prenez pas votre voiture. Mais ça, c'est aussi une façon de cantonner les choses à un tout petit secteur. C'est la même chose avec les entreprises d'ailleurs. Pendant longtemps, on a dit aux entreprises, ou les entreprises ont dit, nous, on fait du développement durable, on fait de la responsabilité sociale et environnementale, mais ça veut dire limiter un peu l'impact, un petit peu, mais sans toucher au cœur du modèle. Donc, on va se retrouver avec ce qui m'est arrivé à un moment où j'ai été invité une fois à un colloque consacré au développement durable au siège du journal Le Monde, sponsorisé par McDonald's. J'y suis allé un peu perplexe, donc il m'invitait à venir parler. J'entends la directrice du développement durable expliquer que voilà, ils font des efforts énormes dans les magasins, ils consomment moins d'énergie, ils ont fait en sorte de consommer moins d'eau pour cultiver leurs patates, etc., etc. Et à la fin de la journée, donc moi j'avais fait ma petite intervention à un autre moment, il y avait des étudiants de Sciences Po qui étaient là et qui devaient faire une espèce de compte-rendu et dire ce qu'ils en avaient pensé. Et donc ils étaient deux,
ils viennent sur la scène et ils disent, quand on a vu au départ que c'était sponsorisé par McDonald's, on était un peu inquiet. Et puis, quand on vous a entendu parler, après, on était rassuré parce qu'on s'est dit que blablabla. Donc là, moi, j'ai commencé à avoir la fumée qui me sortait un peu des oreilles. Et on avait un moment à la toute clôture de la journée pour que les différents intervenants disent un mot. Donc moi, je me suis arrangé pour parler en dernier, comme un bon manipulateur que je suis. Et j'ai pu, du coup, me retourner vers la salle, et particulièrement vers les étudiants, en leur disant, si un instant vous croyez que McDonald's peut devenir une entreprise qui peut être soutenable, entre guillemets, dont l'activité peut être soutenable, je suis navré de vous le dire, en fait, ça n'arrivera jamais. Et je vais vous expliquer pourquoi. Le cœur du métier de McDonald's, le cœur de son activité, c'est de faire des burgers pour tout le monde sur la planète. Alors, bon, on peut imaginer qu'un jour, ils feront des burgers à partir de cellules souches où il n'y aura plus besoin de viande. Bon, en attendant, ça demande de faire de l'élevage industriel et intensif de bovins, qui est une des choses qui est sans doute le plus d'impact sur le changement climatique, à la fois à cause du méthane, des paix, des bœufs, on en a beaucoup parlé, etc., mais surtout à cause de la déforestation qui a lieu pour nourrir ces bêtes-là. Euh, leur deuxième objectif, c'est de vendre des frites avec leurs burgers. Et pour faire ces frites, il faut faire de la monoculture de patates un peu partout dans le monde. Et cette monoculture de patates, elle demande là aussi de raser un certain nombre de paysages, de forêts. Elle appauvrit les sols. Elle fait en sorte qu'on ait des méthodes qui utilisent beaucoup de produits phytosanitaires, beaucoup de pesticides, qui ont là aussi un impact terrible sur les insectes, sur la vie du sol, etc., etc., et qui là aussi participent au réchauffement climatique. En plus de ça, c'est une façon de traiter les animaux qui est indigne, c'est aussi une façon de traiter les paysans qui est souvent indigne parce qu'ils vivent très peu de leur métier. Et puis, c'est aussi une standardisation de l'alimentation, c'est vouloir que tout le monde mange la même chose un peu partout sur la planète et que cette chose-là, par-dessus le marché, a tendance à rendre les gens obèses, diabétiques et ultra agressif. Je ne sais pas si vous avez vu un film qui s'appelle Super Size Me avec un gars qui mange du McDo pendant 30 jours. Ça vaut quand même le déplacement. Donc, je leur dis ça et je leur dis donc, vous voyez que comparé à tout ça qui est le cœur de l'activité, économiser un peu d'énergie dans les magasins, ça va pas faire le compte. Donc, comme j'avais mis beaucoup j'étais un peu énervé, du coup ils ont applaudi et tout ça, et la directrice du développement durable de McDonald's a refusé de me serrer la main à la fin du truc. Et ben pour nous c'est pareil. C'est-à-dire que c'est la blague que je répète partout en ce moment, qui est dans tous les médias, etc. Quand je dis que si on fait que les petits gestes, c'est un peu comme si on disait je travaille chez Monsanto, je travaille chez Total, mais j'y vais en vélo. C'est-à-dire que, ok, vous y allez en vélo, mais ça, c'est au début et à la fin de votre journée. Et pendant tout le reste de la journée, si l'essentiel de notre temps, de notre créativité, de notre intelligence, de notre matière grise est consacré à faire tourner un modèle qui, lui, continue à détruire à une vitesse frénétique les écosystèmes, à créer des inégalités, etc., là non plus, ça ne peut pas marcher. Là encore, petite anecdote que je raconte de temps en temps, sur le cœur du moteur, notre métier. Moi, quand donc j'ai été enfant de chœur très tard, jusqu'à 15 ans, même si ça ne se voit plus maintenant sur mon visage. Et, et j'avais un copain donc, qui a fait toute sa scolarité avec moi jusqu'à la fin du collège, qui lui a fait des études un peu plus avancées plus tard, ensuite, qui est devenu ingénieur, qui avait fait Louis le Grand, qui avait fait les mines, etc., et qui s'est mis à travailler pour Safran, qui est la branche militaire de Sagem. Et son boulot chez Safran, c'était de construire des tours qui calculaient la trajectoire des missiles pour être sûr qu'ils arrivaient exactement au bon endroit. Et à l'époque, il travaillait spécifiquement pour les Israéliens. Et moi, pendant ce temps-là, je travaillais dans une fondation qui s'appelle Homme de Parole, où j'organisais des congrès israélo-palestiniens pour essayer de faire la paix entre Israéliens et Palestiniens. Ça a très bien marché, ne me remercie pas. Et, et quand on se voyait, la blague, c'était, dis donc, ça marche la guerre, parce que ça marche la paix, parce que nous, la guerre, ça marche d'enfer. Et un jour, il m'appelle et il me dit, est-ce que on peut faire du bénévolat, est-ce que je peux faire du bénévolat dans ton assos? Et je dis, ouais, sûrement, mais pourquoi est-ce que tu me demandes ça?
Et il me dit, parce que hier, je lisais une histoire à mon fils, et c'était l'histoire de Noé. Et à la fin du livre, la dernière page, c'était « Et toi, qu'est-ce que tu as fait pour rendre le monde plus beau aujourd'hui ?» Et quand il a repensé à sa tour qui envoyait les missiles pour qu'ils tombent exactement au bon endroit, il a eu comme un petit moment de solitude. Donc il s'est dit, tiens, j'ai appelé mon bon copain qui, lui, essaie de faire la paix entre les Israéliens et les Palestiniens, et je vais aller faire un peu de bénévolat dans son assos. Et je dis, mais ton problème, c'est pas ça. Ton problème, c'est que ce que tu fais toute la journée, ça va à l'encontre de tes valeurs. Et que aujourd'hui, peut-être que tu te dis que c'est plus totalement supportable. Ça, c'est un exemple extrême. Donc il a fini par changer de boulot, by the way. C'est un exemple extrême. Mais cet extrême-là, on va le retrouver peu ou prou dans plein d'autres situations. Quand on était à Totnes pour le film Demain et qu'on a interviewé Rob Hopkins, on a interviewé aussi un autre gars qui s'appelle Ben Brangwyn, qui s'appelle Dr Bike là-bas parce qu'il répare les vélos tous les dimanches au marché, gratuitement. Et lui me disait, j'ai eu besoin de me rendre compte que je faisais partie du problème avant de pouvoir me dire que j'allais faire partie de la solution. Et lui, il faisait pas un truc qui au départ paraissait tellement destructeur. Il faisait des logiciels pour les multinationales. Donc des logiciels qui les aidaient à faire tourner leur système informatique pour être plus performants. Mais quand il s'est vraiment posé la question, il s'est dit, quand même, c'est un problème. J'aide ces entreprises qui, justement, ont une capacité de destruction énorme, qui sont un peu les fers de lance de ce modèle ultra-capitaliste et libéral, à être plus efficaces grâce à mes logiciels. Donc, est-ce que je peux continuer à faire ça et en même temps, le week-end, faire la transition, essayer de créer des AMAP, de faire en sorte que les gens prennent leur vélo en les réparant? Il y a un endroit, c'est absurde. C'est une espèce de logique de pompier pyromane. Donc pour moi, la révolution et la bascule, elle commence là, c'est-à-dire elle commence dans notre propre capacité à refuser, à résister, entre guillemets, à ce modèle. Et résister à ce modèle, pour moi, même si peut-être que ça vous paraît un peu radical, là, tout de suite, quand vous pensez à votre travail, auquel vous retournerez sans doute demain matin, de se dire, ben, peut-être que ça demande une rupture. Quand j'ai fait un certain nombre de recherches pour le livre, pour voir quelle proportion de la population, en moyenne, faisait un métier qui la passionne. Combien de personnes, si elles n'avaient plus jamais de problème d'argent, continueraient à faire le même métier qu'aujourd'hui? En gros, les études que j'ai pu consulter ont l'air de dire que c'est de l'ordre de 20%. Ça veut dire que 80% sont coincés dans un truc où on rationalise. Après, on se dit, non, mais moi j'aime bien mon boulot, ça va, j'aime bien quoi. Mais on rationalise. C'est-à-dire qu'on est pris dans l'espèce de logique de, bah mon vieux, voilà, il faut travailler. On n'a pas le choix, puis on ne fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Et puis l'emploi est rare, donc si vous avez la chance d'avoir un boulot, vous n'allez pas vous plaindre non plus. Parce qu'il y a déjà tellement de gens qui n'en ont pas. Mais ça, c'est la logique du système. C'est le truc de, voilà, tu dois avoir un salaire ou un revenu pour survivre. Non seulement pour survivre, pour payer ton loyer, acheter à manger et toutes les choses dont on peut avoir besoin, mais même pour exister dans la société, pour avoir un statut social. C'est Colin Serrault qui dit cette phrase qui me fait rire, qui est là aussi un peu radicale, mais qui dit le salariat, c'est 5 jours de prostitution et 2 jours de réanimation. Ça fait réfléchir. Donc, dans une certaine mesure, je me dis, si on était capable de libérer, comme je le disais tout à l'heure, le temps, l'énergie, la créativité qui aujourd'hui est concentrée à faire tourner ces entreprises, à créer de la richesse, de la croissance économique, pour investir tout ça dans des activités qui ont du sens pour nous, qui nous épanouissent, qui nous donnent envie de nous lever chaque matin, le monde changerait de façon extraordinaire et très rapidement. Si vous pensez à toutes les personnes que vous pouvez admirer autour de vous, qui sont des gens qui ont fait une différence dans votre vie, ou directement ou indirectement, que ce soit des profs que vous avez rencontrés qui étaient géniaux, que ce soit, je sais pas, des artisans,
que ce soit des cuisiniers, que ce soit des ingénieurs, que ce soit des libraires, que ce soit des médecins, que ce soit des responsables politiques, que ce soit des artistes, que ce soit des sportifs. C'est que des gens qui font ce qu'ils aiment, qui trouvent l'espace pour exprimer vraiment leur talent, le truc qu'ils font qui font mieux qu'autre chose. Et ils le font mieux parce qu'ils adorent ça. Aujourd'hui, j'imagine que vous êtes 200 parce que vous avez une libraire formidable et que cette libraire, elle est formidable parce qu'elle aime ce qu'elle fait. Pas parce qu'elle se dit, bon, bah, de toute façon, voilà, il faut aller au boulot, et puis le soir, elle rentre, et puis elle se colle devant, je sais pas quoi, Netflix, ou elle joue à Candy Crush, pour essayer d'oublier cette journée infâme, et le matin, quand ses collègues lui disent, alors, le lundi matin, lui disent comment ça va, elle dit, bah, comme un lundi, parce qu'elle attend vendredi, et puis le vendredi, elle attend les vacances, et... Bah, non, enfin, je veux dire, on n'est pas sur cette planète pour attendre les vacances ou pour attendre le week-end. Enfin, moi, je crois pas, en tout cas. Ce que je dis dans le livre, en fait, c'est qu'on passe beaucoup de temps d'une part, à attendre que les responsables politiques changent les choses, comme ils ne le font pas, à les critiquer, ou à essayer de leur mettre la pression. Et souvent, cette pression est malheureusement difficile à mettre, et quand on y parvient, les résultats qu'on obtient sont souvent décevants. Si par exemple, on repense au pacte écologique en 2007 qu'avait lancé la Fondation Nicolas Hulot, qui était vraiment une initiative de pression citoyenne assez efficace, qui avait conduit à faire signer l'ensemble des candidats aux élections présidentielles en 2007 ce texte, qui avait ensuite donné lieu au Grenelle de l'environnement, et qu'on regarde les résultats du Grenelle de l'environnement, il y a eu quelques avancées, mais globalement, c'est relativement mince. Je donne un exemple dans le livre qui est le fameux plan éco-phyto. Je me suis amusé à relire le discours de Sarkozy en fait en 2008 quand ils ont lancé le Grenelle de l'environnement. Et c'est dingue. On dirait Al Gore, quoi, ou je sais pas, ou Nicolas Hulot. Il parle de révolution écologique, du modèle de croissance qui est mort, qui nous emmène dans le mur. Et il avait chargé Bruno Le Maire, donc qui était ministre de l'Agriculture à l'époque, d'élaborer ce plan pour diminuer de 50% l'utilisation des pesticides. Donc c'était un objectif hyper ambitieux. Ça s'appelait le plan Éco-Phyto 1. Ça n'a pas marché, donc à cause effectivement des lobbies, des entreprises de l'agroalimentaire, mais aussi de la FNSEA, mais aussi finalement d'une certaine inertie dans l'administration, mais aussi des groupes parlementaires qui étaient divisés parce que les élus locaux sont souvent en prise eux-mêmes avec un certain nombre d'entreprises ou de syndicats dans leur région qui leur disent non, tu vas pas voter ce truc-là. Donc, ça a été repris ensuite par Stéphane Le Foll dans le gouvernement suivant de François Hollande, qui a fait un plan Éco-Phyto 2. Et malgré le plan Éco-Phyto 1 et le plan Éco-Phyto 2, entre 2009 et 2016, non seulement on n'a pas réussi à réduire de 50% l'utilisation des pesticides, mais elle a augmenté de 20%. Donc partant de là, on peut se dire, mais quel est vraiment le pouvoir des responsables politiques par rapport à ces sujets-là? J'en avais discuté avec Danielle Mitterrand, qui me racontait qu'en 83, quand elle avait interpellé François, donc son mari, en lui disant, mais quand est-ce qu'on va faire les trucs de gauche qu'on avait dit, il lui avait dit, mais on a gagné le gouvernement, mais on n'a pas gagné le pouvoir. Et c'est relativement proche de tous les discours que les anciens responsables politiques peuvent tenir. C'est-à-dire qu'en général, ils ne le disent pas quand ils sont élus, mais une fois qu'ils ne le sont plus, ils témoignent d'une véritable frustration et d'une sorte de décalage entre ce qui est attendu par l'opinion publique et ce qu'eux ont réellement la capacité de faire. On a fait une interview de Nicolas Hulot là, qui va passer donc, dans ce fameux après-demain là, à la fin de l'année, où il parle de ça, où il dit, mais je vois tout le temps des gens qui se disent, voilà, lui, il est ministre, il est numéro 2 du gouvernement, donc il est dans son bureau, il peut appuyer sur des boutons et faire en sorte que les choses se passent. Et c'est en fait immensément plus difficile que ça.
Et même en étant à l'endroit où je suis, la difficulté de faire avancer des sujets est ahurissante. Et j'en parle avec Françoise Nyssen, j'en ai parlé avec Brune Poirson, qui est plus proche d'Emmanuel Macron, mais qui, elle aussi, vient de la société civile. Et ils sont en off, ils sont très différents de cette espèce de discours très volontariste de oui, on va y arriver, on réforme, etc., qui y a devant les caméras. Et c'est assez logique, parce que pour que des responsables politiques puissent vraiment changer les choses, pour moi, ils ont besoin d'articuler leur action, non seulement avec des entrepreneurs et des gens qui ont une capacité d'influence économique, mais avec les citoyens. Et je raconte cette anecdote qui est elle-même racontée par Naomi Klein à propos de Franklin Roosevelt pendant les manifestations de la Grande Dépression, le moment de la négociation du New Deal, où Roosevelt recevait les syndicats qui lui disaient « bon, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça », et lui leur disait « ok, j'ai compris, maintenant allez dans la rue et obligez-moi à le faire ». En anglais, il leur disait « go out and make me do it ». Et dans cette année-là, il y a eu, je crois, 4700 grèves aux États-Unis. Et plus d'avancées sociales que ces 70 dernières années. Donc c'est intéressant de se dire ça, d'imaginer que finalement les politiques ont besoin de nous. C'est d'ailleurs ce que dit Hulot dans l'interview en disant le paradoxe, c'est que il n'y a pas 1 million de gens qui vont dans la rue pour dire on veut plus de pesticides ou on veut de l'agriculture biologique ou pour dire stop les énergies fossiles, on veut vraiment passer aux renouvelables ou dire maintenant ça suffit, on veut une taxe sur les transactions financières pour répartir plus équitablement les richesses. Pourtant, il y a certainement beaucoup plus qu'1 million de personnes qui désirent ça. Et quand on regarde là encore les études d'opinion, je pense qu'il n'y a jamais eu autant de personnes qui sont d'accord avec un certain nombre de choses que Nicolas Hulot, comme d'autres, peuvent défendre. Mais comment est-ce qu'on fait pour que cette parole-là, que cette transformation culturelle qui est en train de se faire dans la société, elle trouve un canal pour s'exprimer et qu'elle pèse réellement, qu'elle puisse se traduire politiquement, économiquement, et qu'on ne soit pas justement dans le décalage dont je parlais tout à l'heure, où il y a une étude d'opinion en novembre 2017 sur le glyphosate, commandée pour le Figaro, où il y a 89% des personnes interrogées qui disent « nous, on pense qu'il faut sortir du glyphosate », et des députés qui, au moment de signer la loi, disent « bah non, en fait, cette histoire de sortie du glyphosate en 3 ans, on ne va pas le mettre dans la loi ». Ça, c'est des décalages qui deviennent insupportables. Donc c'est pour ça que, à la fin du livre, je parle beaucoup de stratégie, et c'est notamment inspiré par ce que raconte notre ami Popovic, parce que de tout temps, et c'est ce que dit Popovic, et c'est aussi ce que disent des gens comme Harari ou d'autres, les personnes qui prennent le pouvoir et qui le tiennent, ce sont les personnes les mieux organisées. Et elles peuvent être extrêmement peu nombreuses. Si elles sont super bien organisées, elles peuvent continuer à dominer, entre guillemets, des millions et des millions de personnes qui ne pensent pas la même chose, mais qui, elles, sont complètement éclatées. Et dans le milieu écologiste, il y aurait beaucoup à dire sur se tirer dans les pattes pour savoir si il faut éteindre l'incendie avec le seau jaune ou rouge. T'es vraiment un enfoiré parce que toi, tu dis que le seau est rouge, mais moi, je suis sûr qu'il faut qu'il soit jaune. Et on passe beaucoup de temps à ça, hein, au lieu de passer ce temps-là, justement, à s'organiser. Je pense que c'est la question qu'on me pose le plus, genre, comment on fait? Bon, mais alors, comment on fait? Quand je suis dans les médias, c'est, voilà, ok, mais comment on fait? Mais comment on fait? Comment on fait? Donc, je n'ai pas de formule magique, je vous le dis, sur comment on peut faire, genre un truc, parce que si j'en avais une, en fait, ben, je pense que je l'aurais déjà utilisée. Mais ce qui est sûr, c'est ce que tu dis et ce qui est effectivement manifeste dans Demain, c'est que on a été voir des personnes qui font des choses, comme je le disais tout à l'heure, qui les passionnent, donc qui les rend heureux, qui leur donnent envie de se lever le matin pour le faire. Ils n'ont qu'une envie, c'est de faire ça. Et c'est pour ça que ça marche.
Parce que sinon, comme je le disais aussi plus tôt, c'est du militantisme sacrificiel. Moi, j'ai fini par faire un burn-out, comme ça. C'est-à-dire que j'ai passé donc 5 ans à travailler sur congrès israélo-palestinien. J'ai organisé ensuite premier et deuxième congrès mondial des imams et des rabbins pour la paix. Donc là aussi pour essayer de les faire se parler entre juifs et musulmans. En gros, on réunissait 400 leaders juifs et musulmans du monde entier. On les enfermait pendant 4 jours dans un hôtel et on les obligeait à se parler. C'était assez drôle comme expérience. Et après ça, pendant donc 7 ans, donc on a créé Colibri. Après, j'ai créé un magazine qui s'appelle Kaizen. Après, cette collection chez Actes Sud qui s'appelle Le Domaine du Possible, je dirigeais les trois en même temps. J'ai fait un film avec Colin Serrault qui s'appelle Solutions locales pour un désordre global. J'ai 2 enfants, je commençais à écrire un roman, et donc en 2012, gros burn-out. Ce qui m'a amené à m'arrêter complètement pendant 3 mois, à reprendre une thérapie pendant 9, et à essayer de me poser vraiment la question de savoir pourquoi je faisais ça. Et j'ai vu que non seulement j'étais embarqué dans une espèce de syndrome du chevalier blanc, de sauver le monde comme ça, comme si c'était possible avec mes petits bras, et aussi dans une espèce de confusion qui m'amenait à essayer de réparer un certain nombre de choses qui étaient cassées ou un certain nombre de souffrances, de névroses personnelles en réparant le monde ou en essayant de rendre le monde meilleur. Mais ça, c'est sans fin. Je veux dire, vous pouvez faire ça toute votre vie, jusqu'à l'épuisement ou jusqu'à la mort. Donc, en voyant ça, ça m'a amené à être à nouveau capable de choisir et de me dire, certes, je suis extrêmement concerné par tous ces sujets-là, j'ai envie de faire quelque chose. De tout temps, ça a été comme ça. Quand je vois un problème, j'ai envie d'essayer de participer à le résoudre. Mais je ne peux pas le faire en en m'asseyant sur ma- mes aspirations, sur qui je suis. Je ne pourrais le faire de façon efficace qu'en m'accordant avec moi. C'est un peu comme dans la permaculture. Pourquoi est-ce que la permaculture, ça marche au bec et loin? Parce que chaque espèce est au bon endroit. Ils regardent sur la typologie de leur terrain, là où il y a tel microclimat, là il y a plus de soleil, là il y a plus de chaleur, là il y a plus de vent, donc on va mettre les espèces en fonction. On va essayer de faire en sorte qu'il y ait un maximum d'espèces différentes pour que de cette diversité naisse une véritable fertilité, un écosystème où tout va rentrer en conjonction. On va essayer d'associer les espèces entre elles. Et pour moi, dans la société, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est un peu ce qu'on dit en management d'ailleurs, la bonne personne à la bonne place. Moi, je pense que une société saine qui fonctionne bien, c'est ça. C'est des personnes qui sont à la bonne place. Et que quand on est à la bonne place, on est heureux. Et que quand on est heureux, on fait les choses bien. Quand on fait les choses bien, on a beaucoup d'impact. Et quand on a beaucoup d'impact, on a beaucoup de reconnaissance. Quand on a beaucoup de reconnaissance, on est heureux. Et c'est un cercle vertueux qui fait qu'on ne s'épuise pas. On est nourri par l'enthousiasme de ce qu'on fait, par des petites victoires, comme je le dis dans le livre. Si on ne fait pas ça, si simplement on continue à lutter, à se battre, à essayer d'y arriver alors que c'est très 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 dur, dans la souffrance, dans une espèce d'effort perpétuel, bah, au bout d'un moment, on s'écroule. Et donc, on ne change pas vraiment les choses. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a une logique dans le militantisme ou dans l'activisme qui a besoin d'être repensée profondément. Ce que je dis dans le livre, en fait, c'est que, et encore une fois, il n'y a pas que moi qui le dis, c'est vraiment un livre de synthèse. Moi, je prétends pas avoir une pensée très originale sur quoi que ce soit. Je pense en revanche que je suis au croisement de plein de choses et que donc que j'essaie de synthétiser. Bon. Moi, je vous encourage à lire ce petit bouquin, notamment qui s'appelle L'espèce fabulatrice de Nancy Houston, qui est un essai de romancière, donc qui est
une sorte d'interrogation sur la place des fictions, des récits dans notre existence. C'est aussi un truc dont parle beaucoup Harari, comme je disais tout à l'heure. En substance, ils disent que l'essentiel des organisations sociales, l'essentiel même de notre façon de communiquer les uns avec les autres se fait à travers les histoires. Ça passe, enfin ça va depuis quelqu'un qui se présente à d'autres, qui va sélectionner un certain nombre d'éléments de sa vie, qui va les mettre dans un certain ordre, qui va y apporter un certain point de vue, et ça va constituer une histoire, à des idéologies, des religions, des partis politiques, des nations. Le livre d'Emmanuel Carrère, Le Royaume, qui raconte les débuts du christianisme, est extraordinairement frappant pour ça. On voit que celui qui a finalement répandu le christianisme au départ, c'est Paul, que les chrétiens appellent Saint Paul, qui n'a pas connu Jésus, qui n'a jamais été témoin des événements qu'il relate avec une conviction extraordinaire. Alors les chrétiens disent qu'il a vu Jésus sur le chemin de Damas et tout ça, mais bon, ça, on n'en sait rien. Quand on regarde, en tout cas d'un point de vue historique, a priori, non, il n'a pas connu Jésus directement. Et pourtant, c'est lui qui a propagé cette histoire dans un certain nombre de communautés autour de la Méditerranée, qui a tenu ces communautés avec les épîtres aux Corinthiens et aux je sais plus quoi, je sais plus quoi. Et, et cette histoire-là, ensuite, a épousé la grande histoire, l'Empire romain, mais a ensuite eu des conséquences assez extraordinaires. C'est-à-dire que le christianisme, les principes même du christianisme, donc de cette histoire, sont à l'origine des droits de l'homme, mais sont aussi à l'origine, dans une certaine mesure, du communisme. Donc ça a des impacts ensuite sur les trajectoires des êtres humains qui sont phénoménales. Donc j'explique qu'à ce titre-là, le modèle de société dans lequel on vit est lui aussi le fruit d'une histoire. Et quand je dis histoire, c'est pas des mensonges. Je dis pas raconter des histoires au sens manipuler ou faire du storytelling. C'est encore une fois prendre des faits qui sont réels et leur donner du sens. Et ça, c'est l'activité principale des êtres humains, de donner du sens à ce qui nous arrive, de donner du sens à des informations en les agrégeant les unes avec les autres. Et le capitalisme, le consumérisme, la société sociodémocrate ou dans laquelle on vit, elle a été construite à partir de récits qui ont été eux-mêmes portés par la publicité, par le cinéma, par la littérature, par des économistes, par des penseurs. Donc, quand je dis qu'on a une bataille culturelle à mener, c'est que on a une bataille du récit à gagner. Construire un récit qui est évidemment le fruit de plein de petites histoires, comme celle qu'on a racontée dans Demain, des gens qui font de l'agriculture différemment, qui trouvent d'autres moyens de produire de l'énergie, qui réinventent la création monétaire, qui réinventent les moyens de prendre des décisions ensemble, la démocratie, qui réinventent les modèles éducatifs. Tout ça, finalement, ce sont plein de petites histoires qui sont racontées par des entrepreneurs, des agriculteurs, des enseignants, des artistes, qui peuvent faire émerger un récit plus vaste. Et évidemment, dans cette confrontation de récits, l'intérêt du modèle dominant, c'est de récupérer un certain nombre d'éléments du récit qui vient se confronter à lui pour les intégrer. Et donc c'est comme ça qu'effectivement des entreprises disent non, mais la grande distribution, par exemple, va dire ok, vous voulez plus de bio et plus de local, mais bonne nouvelle, on en fait dans nos rayons. Et on a des marques de producteurs avec la tronche des agriculteurs sur le paquet, et donc tout va bien. C'est pas la peine d'essayer de développer quelque chose en dehors de nos grandes surfaces, puisqu'on le fait déjà. C'est ce que fait McDo, comme tu le disais, en disant nous, voilà, on fait de l'écologie, du développement durable, donc vous pouvez continuer à venir chez nous.
pas besoin de changer votre mode d'alimentation. La façon de contourner ça, c'est de faire en sorte que ce nouveau récit se traduise par des choses tangibles. C'est pour ça que je parle d'architecture dans le livre, c'est-à-dire, pour moi, une société, elle est construite à la fois sur un récit, une histoire, ça c'est un peu l'air qu'on respire, c'est le truc qu'on voit plus, et après sur des architectures qui font que cette histoire, elle se traduit par des structurations qui orientent nos comportements. Donc j'en identifie essentiellement 3 dans le livre. La loi, parce qu'évidemment la loi, c'est ce qui nous dit qu'on a le droit de faire ci ou pas le droit de faire ça. Qu'elles viennent d'ailleurs de modalités démocratiques ou qu'elles viennent parfois des religions aussi, puisqu'on voit que dans un certain nombre de traditions religieuses, la loi religieuse détermine la relation entre les hommes et les femmes, la façon de s'habiller, la façon de manger, etc., etc. Je parle beaucoup des écrans et des algorithmes informatiques qui aujourd'hui sont capables d'orienter nos comportements, orienter notre façon de penser, orienter un certain nombre de nos choix. Je parle de l'argent, dont j'ai beaucoup parlé tout à l'heure, hein, avec l'idée que comme on est obligé de gagner de l'argent, ben, on se met dans une perspective de faire un travail qui ne nous plaît pas forcément et donc d'avoir l'essentiel de notre temps et de notre énergie qui est consacré à autre chose qu'à transformer la société. Et donc pour moi, ce récit, pourquoi je dis qu'on doit s'organiser, qu'on doit être des millions à s'organiser à partir de maintenant, pour justement faire en sorte de cranter un certain nombre de choses. Et que par exemple dans la loi, demain, il y a un certain nombre de pratiques aujourd'hui qui sont vendues comme très écologiques par des entreprises et qui en fait sont du greenwashing, bah, qui seront interdites. Parce qu'on se sera donné un certain nombre de critères qui n'iront pas avec ça. C'est-à-dire de se dire, bah non, en fait, un modèle qui fait que on produit en immense quantité et donc qui produit un gâchis alimentaire considérable, qui fait circuler des bagnoles, des camions, bah, non, ça marche pas. C'est-à-dire qu'en termes d'impact écologique, si on fait des analyses du cycle de vie, bah, ça ne va pas. Donc, je ne sais pas ce qu'on met en place. On met en place un étiquetage qui montre l'empreinte de ces produits. Et donc là, tout d'un coup, on a quelque chose qui structurellement nous conduit à changer, qui n'est plus seulement justement une histoire et des idées. Parce que ça, effectivement, c'est très facile de reprendre des bonnes idées, de les mettre dans une belle pub bien foutue et de donner l'impression que n'importe quelle entreprise le fait. Après, il faut que ça s'incarne dans des structures de la société. Alors, Zdra Popovic, c'est un Serbe qui était un des leaders du mouvement qui a chassé Milosevic au début des années 2000 en ex-Yougoslavie. Son mouvement s'appelait Otpor. Et suite à la révolution donc, qui a réussi, il est devenu député pendant 4 ans et ensuite il a monté une ONG avec un certain nombre d'autres membres du mouvement qui s'appelle Canva. Et son métier, en substance, c'est consultant mondial en révolution. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent le voir du monde entier pour lui dire, voilà, moi j'habite au Pakistan, je voudrais faire la révolution, comment est-ce que je pourrais m'y prendre? Et donc il les forme, et à partir de son expérience propre dans Haute-Port et de l'expérience d'un certain nombre de groupes ou qu'il a observé ou qu'il a formé, il a élaboré une méthodologie en 9 points que j'explique dans le petit manuel et qui est évidemment encore plus détaillé dans son livre. Mais il n'y en a que 5 ce soir. Mais ça se commande. Je ne vais pas vous détailler les 9, mais il y en a quelques-uns pour moi qui sont un peu clés. Le premier, c'est voyez grand, mais commencez petit. C'est-à-dire, donnez-vous une vision large, un objectif vraiment emballant. Ça va d'ailleurs avec le principe numéro 3 qui est ayez une vision pour demain. Par exemple, si vous habitez au Mans, c'est moi je voudrais que Le Mans ça devienne une ville zéro déchet. Ça pourrait être un objectif assez grand. Simplement, si vous commencez par essayer d'atteindre cet objectif-là, tout de suite, il y a de fortes chances que ça échoue.
Donc vous allez mobiliser, vous allez par exemple faire une grande réunion en disant, voilà, on vous invite tous pour, enfin, voilà, pour cet objectif-là, rendre la ville zéro déchet. Donc les gens vont venir assez excités par l'objectif, en se disant, bah ouais, c'est génial, moi j'ai hyper envie. Comme très souvent vous allez être un groupe associatif ou en tout cas de personnes de bonne volonté relativement peu organisées, avec relativement peu d'expérience du fonctionnement collectif. Vous allez faire une réunion, 2 réunions, 3 réunions, peut-être que vous allez lancer une première action, peut-être que vous allez essayer de contacter la mairie pour essayer de les brancher sur cet objectif-là. Ça va pas très bien marcher et au bout de 3, 4 réunions, il va y avoir un certain nombre des gens que vous avez mobilisés qui vont s'épuiser, qui vont dire, bon, bah, si c'est pour faire de la réunionnite, on se voit tout le temps, on se parle, moi j'ai un peu autre chose à faire, et qui vont quitter l'initiative. Et vous allez vous retrouver à une quinzaine de personnes ultra motivées qui vont lancer un ou deux composteurs collectifs qui vont être dans un coin de la ville, et voilà. Et puis l'objectif zéro déchet, ben, on ne l'aura pas rempli. Ce que dit Popovic, c'est que quand il dit « voyez grand mais commencez petit », il faut commencer par se donner un objectif atteignable. Lui, il dit que une grande victoire, c'est une succession de petites victoires atteignables. Donc se dire, tiens, c'est quoi la première étape? C'est quoi le truc qu'on pourrait faire au début qui pourrait mobiliser un maximum de personnes parce que ça les intéresse et qui, de façon réaliste, pourrait aboutir? Si vous trouvez ça et que vous réussissez, vous allez vous nourrir de cette victoire. C'est-à-dire que ça va donner de l'énergie à tout le monde. Si par exemple, justement, ce premier objectif, c'est de dire, ben voilà, on commence par, dans tel quartier, mettre en place un système 3 poubelles, quoi. Tri, compostage, poubelle noire, et on fait une expérimentation, quoi, et ce truc-là fonctionne. Non seulement ça vous donne de l'énergie d'avoir réussi, mais en plus vous avez une histoire à raconter. En disant, bah tiens, dans tel quartier, ça a fonctionné, ils s'y sont pris de telle manière, ou dans tel immeuble, ça peut même être encore plus petit. Et ça, ensuite, potentiellement, c'est reproductible. Et grâce à l'énergie et à l'histoire que vous avez, la conversation que vous avez créée autour de ça, vous donnez un deuxième objectif atteignable, puis un troisième, puis un quatrième, puis un cinquième. Et potentiellement, dans le temps, vous construisez votre initiative. Lui, il dit qu'il faudrait le construire comme un bon film à suspense, quoi. C'est-à-dire, il faut que ça s'arrête jamais. Il faut qu'il y ait une forme de dramaturgie. On fait ça, et puis après on fait ça, puis après on fait ça, et il se passe tout le temps quelque chose. Pour que ça tienne toutes les personnes qui vont s'impliquer dans l'initiative en haleine, ou en tout cas que ça continue à leur donner envie d'y arriver. Ce qu'il dit aussi, c'est que il faut bien positionner votre objectif final. C'est un des principes qu'il appelle finissez toujours ce que vous avez commencé. Il donne par exemple l'illustration du printemps arabe et de la révolution en Égypte, en disant les Égyptiens, comme un certain nombre d'autres pays autour d'ailleurs, s'étaient donné l'objectif de renverser leur dictateur. Donc en Égypte, par exemple, ils s'étaient donné l'objectif de renverser Moubarak. Il dit ça, c'est une erreur parce que c'était un objectif intermédiaire. L'objectif qu'ils voulaient réellement atteindre, c'était mettre en place une démocratie dans leur pays. Comme ils n'ont pas bien ciblé l'objectif, une fois qu'ils sont parvenus à renverser le dictateur, plus personne n'avait de plan. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est le groupe qui était le mieux organisé qui, à ce moment-là, a pris le pouvoir. Il se trouve que c'était les frères musulmans. Quand les frères musulmans ont commencé à être contestés, que les gens sont redescendus dans la rue, et qu'ils ont été, là encore, renversés, qui est-ce qui a pris le pouvoir? Ceux qui étaient les plus organisés, l'armée. Et ça se passe toujours comme ça. Il donne aussi l'exemple d'Occupy Wall Street, qui est un mouvement qui s'est essoufflé, qui était pourtant parti
d'une intention extrêmement forte, et puis de gens qui avaient beaucoup d'énergie. Mais simplement, comme pour Nuit debout par exemple en France, des gens qui passent leur temps au Square Zuccotti à New York, ou sur la place de la République à Paris, ou sur toutes les places de France, à discuter. Dans un premier temps, c'est super, parce qu'on se retrouve, on est ensemble, on expérimente quelque chose qui est de l'ordre de la démocratie, de la prise de décision, de l'écoute, de l'agora. C'est formidable. Mais si en plus on se fait déloger par la police, si en plus il fait froid, si en plus on ne remporte pas vraiment de victoire, si personne ne sait vraiment où on va, c'est-à-dire s'il n'y a pas de stratégie qui est, comme je le disais tout à l'heure, jalonnée d'un certain nombre de petites victoires intermédiaires, au bout d'un moment, le mouvement s'épuise, là encore. Et pour mobiliser les gens à nouveau derrière, c'est vachement difficile. Parce que vous les avez mobilisés une fois pour un grand objectif qui n'a pas réussi. Donc quand vous allez revenir pour leur dire, bon allez, cette fois on y va, ils vont vous dire, bah, ok, ça va, enfin, on a déjà essayé, ça n'a pas marché. Donc pourquoi cette fois ça marcherait? Donc ça va être encore plus difficile. Et encore plus difficile. Donc ça, je trouve que c'est hyper intéressant. Par exemple, il y a quelqu'un qui est venu me voir dernièrement, et je pense que ce ne sera pas le dernier. Je ne dis pas de nom parce qu'il y a des caméras, mais c'est chiant maintenant, on est filmé tout le temps, donc on ne peut plus raconter vraiment tout ce qu'on veut. Mais quelqu'un est venu me voir pour dire, voilà, là ça va être les élections européennes, on va lancer un mouvement, on a envie de lancer un mouvement, etc. Ce qui est le truc qui arrive à toutes les élections européennes. C'est-à-dire que depuis que Europe Écologie Les Verts a fait un bon score en 2009, vous pouvez être sûr qu'à toutes les élections européennes, quelqu'un vient vous voir en disant « On va lancer un nouveau parti, c'est le moment, les élections européennes c'est super parce que c'est pas hyper politisé, et là on va faire un carton. » Bon. Au moment des élections présidentielles, c'est pareil. Toutes les ONG se réveillent en disant « Il faut qu'on mette la pression, il faut qu'on fasse quelque chose. » Et donc là, je lui disais « Écoute, très bien, enfin, faites votre truc, mais pourquoi personne ne s'organise 4 ans à l'avance, avant les élections? Là, l'idée, c'était de faire une plateforme un peu avec des personnes de la société civile sur des grands sujets, et qui sont tous un peu des référents forts. Type, je ne sais pas si vous connaissez une femme qui s'appelle Claire Nouvian, qui s'occupe d'une association qui s'appelle Bloom, qui travaille sur la protection des océans, et qui a reçu dernièrement le prix Goldman, qui est une espèce de prix Nobel de l'écologie, qui est attribué par continent, donc elle l'a reçu pour l'Europe, pour le travail qu'ils ont fait formidable sur l'interdiction de la pêche en eau profonde. Et donc, ce petit groupe se dit, ben voilà, on va prendre que des gens comme ça, qui sont hyper forts sur leur sujet, qui sont crédibles parce qu'ils ont obtenu des victoires, et on va créer une plateforme comme ça, thématique, et on va essayer de contraindre les responsables politiques à faire élire ces personnes-là, plutôt que de se présenter eux, en se disant c'est toujours mieux d'envoyer des activistes au Parlement européen que des politiques. Donc je me dis, bah, très bien, mais ça on l'a déjà fait d'une certaine manière. José Bové, Pascal Canfin, qui était le patron de Finance Watch, qui était une ONG qui travaillait sur justement la finance et les excès de la finance, Sandrine Bélier, qui était patronne de France Nature Environnement, tout ça, c'était déjà des gens qu'on a envoyés au Parlement européen, qui étaient des militants. Ça fait pas de mal, honnêtement, et c'est même souvent les gens qui font le meilleur travail. Michel Rivasi aussi sur la santé, qui est aussi députée européenne écologiste. Mais ça ne change pas profondément le système. A contrario, imaginez que on crée cette plateforme, réellement, mais qu'elle ne soit pas dirigée dans un objectif électoraliste. Et que cette plateforme, elle serve à mobiliser, à créer justement l'organisation de la société civile, en se focalisant sur des victoires atteignables, comme je le disais tout à l'heure. C'est quoi la victoire atteignable sur les pesticides? C'est quoi la victoire atteignable, comme on le disait, sur la pêche? Donc là, en ce moment, Bloom, maintenant, il travaille sur interdiction de la pêche électrique. C'est quoi la victoire atteignable sur, par exemple, ce qu'on disait, taxe sur les transactions financières? C'est quoi la victoire atteignable sur la réforme du modèle éducatif? Et cette plateforme essaie de faire travailler ensemble tout le monde. À la fois les organismes qui font de la pétition type Avaz, Change, qui mobilisent plein de gens. À la fois les ONG qui sont spécialisées sur ces sujets-là. À la fois des artistes,
à la fois des intellectuels. Et pour une fois qu'on arrête d'avoir un truc hyper éclaté et que tous ces gens se mobilisent, mais une fois, sur un objectif précis et atteignable. Et on remporte des petites victoires. Imaginez dans 3 ou 4 ans, si grâce au travail d'organisation que cette plateforme a pu mener, une dizaine de victoires a été obtenue sur l'ensemble de ces sujets. Ah ben là, c'est sûr que ça vaut le coup de présenter des candidats aux élections. Parce que tout d'un coup, les électeurs pourront se dire « Non mais là, on n'est pas face à des beaux discours, justement, à des gens qui nous racontent des histoires. On est face à un groupe qui a obtenu des victoires, qui est dans un vrai, j'ai envie de dire, dans une vraie démarche transpartisane, où on met tout le monde ensemble pour arriver à faire des choses, et pas simplement une histoire de ni de droite ni de gauche, et puis après on fait ce qu'on veut. Suivez mon regard, mais... Donc là encore, il y aurait vraiment des choses à faire si on acceptait de ne pas être dans l'événementiel, de la mobilisation événementielle, mais dans un travail d'organisation de fond sur du moyen terme qui paiera dans quelques années, mais qui ne peut pas payer du jour au lendemain. Il faut qu'on arrête de se dire on va faire quelque chose là pour changer la société la semaine prochaine. Enfin, je veux dire, c'est absurde. Pour les mêmes raisons que j'évoquais tout à l'heure pour les pesticides, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une taxe carbone qui a essayé d'être votée, il y a eu une opposition très forte de grandes entreprises, de syndicats, de corps de métier aussi, qui peuvent légitimement d'ailleurs avoir peur pour la disparition de leur métier, les routiers, les transporteurs aériens, parce que là encore, d'une part, il n'y a pas d'organisation suffisante de la société civile, d'un certain nombre de personnes qui portent des alternatives pour obtenir cette victoire-là. On n'a pas à nouveau 1 million de personnes dans la rue pour demander une taxe sur les énergies fossiles. Au contraire même, c'est un sujet qui est relativement compliqué parce qu'il concerne chacun d'entre nous. On est tous amenés à prendre notre voiture, on est tous amenés justement à devoir utiliser des produits qui proviennent de la pétrochimie. Donc il peut y avoir une inquiétude là aussi légitime en se disant bah, ça va être plus compliqué, ça va coûter plus cher si on fait une taxe sur le carbone. Et parallèlement au manque d'organisation des ONG, de la société civile, des activistes sur le sujet, il y a un profond manque d'organisation du gouvernement et des entreprises pour prévoir en fait la transition, pour l'organiser. Parce qu'évidemment, on ne va pas du jour au lendemain arrêter d'utiliser du pétrole. On est absolument incapable de le faire. Nos sociétés sont tellement dépendantes au pétrole que si aujourd'hui on l'enlève, c'est l'effondrement. Et ça veut dire que cette préparation-là, cette anticipation, cette planification, elle a besoin d'être organisée dès aujourd'hui. Comment est-ce que petit à petit, on transforme les modes de circulation dans les villes pour qu'on ait de moins en moins besoin d'avoir des véhicules? Comment est-ce qu'on développe un certain nombre de technologies qui n'utilisent pas d'énergie fossile? Comment est-ce qu'on fait pour que ces technologies aient le moins d'impact possible sur les écosystèmes et qu'elles ne soient pas, encore une fois, très destructrices ou très émettrices de CO2, comme ça peut être le cas pour l'électrique dans une bonne partie de son utilisation. Donc là, ça demande d'investir des capitaux, par exemple, dans la recherche. Comment est-ce qu'on fait pour repenser notre agriculture pour que les circuits se raccourcissent, pour que les agriculteurs, eux aussi, adoptent des pratiques qui demandent moins d'énergie fossile et de pétrole? Ça, c'est un projet politique global qui doit s'articuler, qui doit être construit. Là, on voit que la façon dont la politique est menée par les gouvernements, c'est très en silo. On s'occupe un jour de la SNCF, et puis le lendemain, on va s'occuper de l'agriculture, et puis le lendemain, on va s'occuper éventuellement du réchauffement climatique, mais on ne met pas en relation tout ça.
Il y en a qui essayent, hein. Nicolas Hulot, encore une fois, essaye de créer de la transversalité, de faire que des ministres travaillent ensemble et qu'ils élaborent des projets collectifs sur les différents domaines qu'ils ont en responsabilité. Mais c'est le début. Et c'est pas du tout la culture du gouvernement. Pas du tout, du tout. Donc là encore, ça demande une transformation vraiment culturelle. Euh, ce qui est aussi intéressant parfois, c'est de ne pas simplement avoir un jugement moral dessus. C'est-à-dire évidemment, les lobbies sont hyper bien organisés, c'est sûr. Mais les entreprises en général sont hyper bien organisées. Et pas que pour le pire, hein, aussi pour le meilleur. C'est-à-dire qu'à un moment, on a sincèrement cru que la croissance économique, que l'augmentation du confort matériel, que la technologie, que l'efficience économique allait rendre le monde meilleur. Et dans une certaine mesure, ça a amélioré un certain nombre de sujets. C'est là où je parlais d'histoire, c'est-à-dire qu'on a ce récit-là, il est fort. Et aujourd'hui, si justement on se rend compte que c'est très efficace pour un certain nombre de choses, mais que c'est très destructeur pour d'autres, bah, c'est de notre responsabilité de transformer ce récit et de mettre l'efficacité des entreprises, du monde économique et de tout ce qu'on sait faire en termes d'organisation. Les êtres humains, on est quand même assez extraordinaires, hein. On a une capacité de coopérer et d'inventer et d'être d'une efficacité redoutable pour faire plein de choses. Mais il s'agit de mettre cette qualité-là, ces qualités-là, au service de la transformation de la société et pas simplement de les voir en négatif. Vous pouvez lire des livres, effectivement, sur le sujet qui sont très documentés. Il y en a un dernièrement qui s'appelle La face cachée de non, La guerre des métaux rares, la face cachée de la transition énergétique de Guillaume Pitron. Il y a L'âge des low-tech de Philippe Biwix aussi, enfin, qui parle beaucoup justement de l'impact négatif des énergies renouvelables. Notamment parce que les énergies renouvelables sont extrêmement dépendantes d'un certain nombre de métaux, de minerais, qui demandent des activités extractives très importantes. Or, il se trouve que l'industrie minière, donc, qui nous permet d'extraire ces métaux pour faire marcher un certain nombre d'éléments des panneaux solaires, des éoliennes, mais aussi énormément d'éléments de la transition, enfin de ce qu'on appelle la révolution numérique, quoi, les tablettes, les ordi, les smartphones, etc. Cette industrie minière est aussi polluante que l'industrie pétrolière et émet en moyenne autant de gaz à effet de serre et participe à l'exploitation d'un certain nombre de personnes qui descendent dans des mines pour aller chercher du tantale. Il fait 43 degrés sous terre, dans des galeries qui sont mal étayées, qui risquent leur vie, et évidemment pour un salaire de misère. Et nous, on a exporté cette industrie minière, puisqu'il y a quasiment plus de mines où il n'y en a plus du tout chez nous, beaucoup en Chine, un peu en Afrique, et effectivement, et je fais une sorte de mea culpa dans le livre en disant on n'a pas suffisamment insisté sur le fait que ces énergies ne sont pas, comme on a tendance à le dire, des énergies propres. On dit c'est les énergies propres, les énergies vertes, etc., alors qu'elles ont aussi un impact écologique important. Les très grands barrages, de la même façon, qui permettent de faire de l'hydroélectricité, quand ils sont surdimensionnés, peuvent être des catastrophes écologiques à l'endroit où on les fait. Donc ce qui est sûr, c'est que, comme vous le disiez, aujourd'hui, on a une société qui a besoin d'énergie. Donc la question qu'on a besoin de se poser, qui est une question presque philosophique, que je pose dans le livre, je pourrais éventuellement leur offrir le livre, puisqu'ils retrouveront cette conversation-là, c'est est-ce qu'on considère qu'on continue à avoir besoin d'énergie? Est-ce qu'on veut avoir des véhicules qui nous permettent de nous déplacer? Est-ce qu'on veut avoir de l'électricité? Est-ce qu'on veut pouvoir communiquer avec des personnes à l'autre bout du monde ou pas? Ça, d'une certaine manière, c'est vraiment une question qu'on peut se poser.
Mais si la réponse qu'on apporte à cette question est oui, à ce moment-là, il faut qu'on trouve un moyen de produire cette énergie. Aujourd'hui, vous pouvez aussi leur offrir un bouquin qui s'appelle Drawdown, qui est un livre qui a été fait par un Américain qui s'appelle Paul Hawken, qui a travaillé avec 70 scientifiques sur les 70 solutions qui auraient le plus d'impact pour renverser le changement climatique, en les classant de 1 à, donc, non, c'est de 1 à 80. En calculant là aussi avec l'énergie grise, c'est-à-dire l'énergie qui est nécessaire pour produire ces choses-là, les tonnes de CO2 qui pourraient être évitées d'ici 2050, qui pourraient ne pas être émises. Et il se trouve que la solution numéro 2, c'est l'éolien terrestre. Et que la solution numéro 9, je crois, c'est l'éolien, non, ou 23, je ne sais plus, l'éolien maritime. Parce que si on regarde si on fait une sorte d'analyse du cycle de vie d'une éolienne, entre ce que ça a coûté, entre guillemets, en ressources naturelles pour la produire, les gaz à effet de serre que ça a émis quand effectivement on a extrait des minerais, qu'on les a fait voyager, qu'on a construit ces éoliennes, et l'énergie que ça a permis de produire pendant toute la vie de l'éolienne, admettons pendant 30 ans, le bilan est largement positif, mais très largement positif. Et aujourd'hui, dans l'état actuel de la recherche, c'est certainement un des meilleurs moyens, enfin les énergies renouvelables sont un des meilleurs moyens de produire de l'énergie, même si ça n'est pas parfait. Et même si ça a très largement besoin d'être amélioré. Et aujourd'hui, il y a des pistes pour améliorer. Une des pistes, c'est l'économie circulaire. C'est-à-dire de faire en sorte que l'essentiel des minerais ou des matériaux qui soient utilisés pour faire des panneaux solaires, pour faire des éoliennes ou pour faire de l'énergie marine, soit issus de déchets, c'est-à-dire issus de matières premières qui ont déjà été extraites et qui sont recyclées ou à nouveau disponibles. Mais pour parvenir à ça, ça demande deux choses. Ça demande à la fois de faire des avancées pour pouvoir utiliser un certain nombre de matériaux qui sont plus simples. Parce qu'aujourd'hui, sans vouloir être hyper technique, on utilise justement notamment des terres rares qui sont très efficaces, notamment pour faire marcher les aimants des éoliennes. Parce qu'ils ont un pouvoir magnétique, ces terres rares ont un pouvoir magnétique très fort. Et ces terres rares, elles sont pas forcément rares, justement, parce qu'en fait, elles sont en relativement grande quantité dans la croûte terrestre, mais elles sont difficiles à extraire parce qu'elles sont mélangées à plein d'autres minerais. Et ensuite, quand on utilise ces terres rares pour faire fonctionner des éoliennes, on a tendance à les mélanger à nouveau. Donc, elles sont très peu recyclables. Donc là aussi, on a besoin de s'améliorer énormément pour pouvoir trouver des nouvelles façons de faire des éoliennes qui utilisent moins de terres rares ou pour pouvoir faire une utilisation des terres rares qui permet ensuite leur recyclage. Donc ça, c'est vraiment de la recherche. Donc, s'ils sont scientifiques et qu'ils aiment la science, vous pouvez leur dire « Eh ben non, t'as raison, en fait, pour l'instant, c'est pas formidable, mais on attend des mecs comme toi, qui sont hyper forts en sciences, pour inventer la bonne façon de faire des éoliennes. Mets-toi au boulot, Coco, t'as 10 ans pour y arriver. » Alors, la collapsologie, pour ceux qui ne sont pas familiers du terme, c'est un courant qui a comment on dit, émergé avec notamment Dimitri Orlov il y a quelques décennies et qui, en France, a connu une forme de résurgence avec le livre de Pablo Servigne et Raphaël Stevens qui s'appelle « Comment tout peut s'effondrer » aux éditions du Seuil. Très bon livre que je vous conseille et qui essaie d'étudier justement l'effondrement. C'est-à-dire, est-ce que on va connaître une sorte d'effondrement systémique, l'effondrement tel que défini par un certain nombre des membres de ce courant, et notamment Yves Cochet, ancien ministre de l'Environnement, c'est l'incapacité de nos sociétés à continuer à faire fonctionner des réseaux
qui apportent des biens de première nécessité, enfin, ou des services de première nécessité à la population. Donc, l'effondrement, ça voudrait dire que dans nos sociétés, on n'est plus capable d'acheminer l'énergie, d'acheminer la nourriture, d'acheminer l'eau à l'ensemble de la population. Donc, ça crée une forme de chaos. Et les tenants de la théorie de l'effondrement, pour certains d'entre eux, se hasardent à des calendriers qui évoquent des dates comme entre 2020 et 2030 pour des événements de cette nature-là. Voilà. Ce qui est extrêmement, honnêtement, et là aussi j'y consacre la première partie du livre, ce qui est tout à fait compréhensible, parce que quand on met bout à bout toutes les choses qui s'effondrent déjà, d'une certaine manière, la biodiversité, la déforestation, l'appauvrissement des sols, la pollution et la raréfaction de l'eau dans un certain nombre d'endroits, etc., etc. Oui, on peut raisonnablement se dire qu'à un moment, ça va s'effondrer. Pour autant, énormément de scientifiques qui travaillent sur ces questions-là disent c'est absolument impossible de le prévoir, hein, parce que ça dépend de tellement de facteurs que je ne vois pas comment on peut dire il va se passer exactement ça et ça va se passer à tel moment. Ça, on n'en sait pas grand-chose. Mais que ça se produise ou non, ce qu'on aurait besoin de faire dès aujourd'hui, que ça soit pour éviter que ça se produise ou pour amortir le choc quand il va se produire, c'est à peu près la même chose. Donc pour moi, ça ne change pas profondément le débat. Est-ce qu'on doit en parler à nos enfants Moi, j'ai fait un bouquin avec Pierre Rabhi qui s'appelle Demain entre tes mains. C'est l'éditeur qui a choisi le titre, qui a réussi à coller demain dedans encore. Bon, bref. Où j'ai fait une espèce de tentative de faire ça. C'est-à-dire de leur raconter au début du livre, un peu comme dans celui-là, ce qui se passe sur la planète de façon relativement frontale, quoi. Enfin, réaliste, sans enjoliver. Pour moi, c'est un livre qui s'adresse à des enfants à partir de 9 ans, c'est-à-dire à partir d'un moment où on est capable d'avoir une conversation relativement approfondie sur le sujet, et surtout, le livre part de là pour les emmener ailleurs. C'est-à-dire pour les emmener à pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là, c'est-à-dire déjà comprendre ce qui fait qu'on fait ça, et on va assez loin, parce que le livre est presque philosophique à des moments, c'est-à-dire qu'on leur parle même du fait qu'on a peur de mourir, nous les humains, en fait. Donc que cette peur-là nous fait adopter des comportements qui ne sont pas forcément toujours très intelligents. Et ensuite, surtout, qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est un peu la même chose qu'avec les adultes. C'est-à-dire que si on laisse un adulte simplement avec le bouquin de Pablo et Raphaël, pour moi, c'est dur, quoi. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a un moment, c'est l'angoisse. C'est l'angoisse, c'est la déprime, c'est le deuil. Alors évidemment, vous vous direz qu'on a besoin de passer par toutes ces phases-là et que c'est très important. Je suis d'accord, mais les études qu'on a sur le fonctionnement du cerveau, et notamment celles dont je parle dans le livre, qui sont développées là aussi dans le livre de George Marshall, Le syndrome de l'autruche, pourquoi nos cerveaux veulent ignorer le changement climatique, montrent que quand on est face à une nouvelle aussi anxiogène et aussi terrible, on a besoin enfin, la mécanique de notre cerveau qui essaye de nous préserver du danger va chercher à trouver une solution, une réponse. Et s'il n'en trouve pas, il va s'embarquer dans du déni, dans de la fuite, ou alors il va retourner la violence du truc contre lui-même. Donc ça va nous mettre dans un état, comme je disais, d'angoisse, de dépression qui est vraiment contre-productif. Et les enfants sont très sujets à ça. Moi, j'en avais parlé pas mal parce que, enfin, je parle tout le temps un peu de ça, donc mes enfants en entendent parler. Et à un moment, mon fils était dans un état d'anxiété assez terrible, en me disant, montre-moi les endroits qui vont être recouverts par la mer, qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'on va tous mourir, donc, enfin, pour moi, il faut y aller avec quand même vraiment précaution,
en étant certain que ce que vous allez raconter, vous allez être capable de faire le service après-vente et surtout de, de laisser votre enfant dans un état de pouvoir par rapport à cette situation. Un endroit où il se dit, mais ok, mais c'est pas une fatalité et moi, je peux faire quelque chose. Et, et, et c'est pour moi dans ce sentiment de pouvoir, dans ce sentiment de ne pas simplement être une victime et de subir la situation que se trouve la réponse. Et c'est le sentiment qu'on a essayé de susciter chez les adultes aussi, avec Demain. Et je crois que ça marche. Et si vous regardez bien, Demain, on n'a pas pour autant évité de dire les choses. Et non, mais c'est pour ça que c'est intéressant. C'est qu'on a besoin des deux, en fait. Voilà, on a besoin de ah, ok, il se passe tout ça, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Et c'est justement au moment où on prend le coup de poing dans l'estomac qu'on a désespérément, que notre cerveau cherche désespérément un endroit solide où on peut aller poser notre pied. Et du coup, quand on propose quelque chose à ce moment-là, c'est un peu comme l'eau sur la terre sèche. Ça marche d'autant plus. Et ça permet, pour moi, de démultiplier l'énergie des personnes qui vont agir. Mais en fait, j'ai déjà répondu à cette question et c'est vraiment la dernière partie du livre. Le taffetas, c'est typiquement ce que j'appelle une architecture. C'est-à-dire, c'est une législation qui va faire que, quelle que soit la bonne volonté que vous pourrez avoir dans le futur, il y a un certain nombre de comportements ou de pratiques qui vont être orientés par la loi, parce que la loi le permettra, ou que le modèle économique fera que, comme ce qu'on disait tout à l'heure avec l'avion, ce sera moins cher de faire comme ça que de faire comme ça. Donc, ben, on aura tendance à faire comme ça, qui est souvent la pratique, pardon, la moins écologique et la moins respectueuse des droits sociaux et tout ça. La seule façon d'agir par rapport à ça, c'est de s'organiser, comme je le disais plus tôt. C'est-à-dire de faire en sorte que l'objectif qui est on veut s'opposer au TAFTA, on veut empêcher le TAFTA de rentrer en vigueur, ou le TAFTA est déjà en vigueur et on veut l'abroger ou je ne sais quoi, on l'aborde par une succession de petites victoires atteignables. Et que cette succession de petites victoires atteignables, elle soit menée par des gens qui s'organisent ensemble, des ONG, des syndicats, des citoyens, qui se donnent une stratégie et qui ne se contentent pas d'aller dans la rue une fois, deux fois, trois fois, puis ça ne marche pas, qui ne se contentent pas comme ça d'être dans des réunions associatives. On me l'a posé 1 million de fois cette question sur le TAFTA. Ben oui, mais c'est-à-dire qu'on est dans des réunions où il y a plein de gens qui sont déjà un peu d'accord avec ça, qui disent bon, qu'est-ce qu'on fait avec le TAFTA? Et puis qui gueulent, et puis qui connaissent bien le sujet, en disant c'est lamentable, ça va faire ça, faut le dire aux gens. Mais ça suffit pas. Il faut s'organiser. Il faut être. Si effectivement, comme vous le dites, et moi je le pense aussi, on est une force beaucoup plus importante que ce qu'on imagine, qu'on ait des millions de personnes à penser ça, ben, à un moment, il faut s'organiser. Il n'y a pas le choix. Il faut que cette force se structure et qu'elle puisse agir de manière à avoir un impact sur la loi, sur les entreprises et globalement sur l'imaginaire de la société. Et ça, c'est le boulot vraiment c'est le boulot des ONG théoriquement. Et malheureusement, les ONG, malgré le travail formidable qu'elles peuvent faire sur un certain nombre de sujets, sont devenues des structures, et je le dis vraiment en, comment dire, en connaissance de cause, parce que j'ai moi-même dirigé une ONG, qui participent à préserver leur survie. Ça devient des boutiques avec leurs clients, qui sont leurs donateurs. Et c'est très difficile de faire travailler les ONG ensemble sur des objectifs qui sont là encore vraiment stratégiques. On va travailler ensemble sur des campagnes. Par exemple, on a fait le printemps des solidarités là, au moment des élections présidentielles. Il y avait 180 ONG, c'était super. Et vraiment, en plus, on s'est hyper bien entendus tous. Il y avait une belle coopération, mais c'était pour s'entendre sur 5 grands objectifs qu'on allait, encore une fois, donner aux candidats aux élections en espérant qu'ils allaient en faire quelque chose. Ça sert à rien. Enfin, honnêtement, ça sert à rien. Si ces 180 ONG, encore une fois,
travailler ensemble tout au long de l'année pour, comme je le disais tout à l'heure, obtenir des victoires atteignables sur certains des grands sujets et petit à petit remporter des victoires et petit à petit embarquer les gens avec eux parce que les personnes sceptiques au départ, au bout d'un moment, se diraient: «Ah bah merde, dis donc, ils ont réussi par rapport à ce truc-là». Ce qui s'est passé encore une fois avec Bloom. Oh, dis donc, ils ont réussi à interdire la pêche en eau profonde en Europe. C'est fort quand même. Mais ils ont réussi pourquoi? Parce que ils ont 900 000 personnes qui ont signé leur signature, leur pétition, je veux dire. Pourquoi ils ont eu 900 000 personnes? Parce qu'ils ont fait une petite BD avec une auteure qui s'appelle Pénélope Bagieux, qui a en gros, comment on dit, vulgariser le problème de façon géniale, hyper drôle, hyper compréhensible, que ça s'est diffusé sur Internet de façon virale, et qu'ensuite Bloom, ils ne se sont pas simplement contentés d'avoir les 900 000 signatures. Ils ont passé leur temps à faire du lobbying auprès des politiques français, européens, mais jour et nuit, sans les lâcher, en utilisant la moindre occasion médiatique pour mettre un coup de projecteur, pour mettre les gens dans leur poche, pour mobiliser encore une fois des associations derrière eux. Et ils ont fini par gagner. Ben, il faut faire ça pour tous les sujets, mais c'est vrai. Et c'est des super, d'une certaine manière, c'est des super métiers. C'est génial, hein. Enfin, je veux dire, quand on regarde des films sur le sujet, on arrive à en créer des dramaturgies super. Vous voyez 120 battements par minute, justement, la lutte, justement, par rapport au sida. Vous pouvez voir un film qui est assez chouette, qui est un peu un truc un peu classique, mais qui s'appelle Miss Sloane avec Jessica Chastain sur, justement, c'est une lobbyiste qui est une lobbyiste sans foi ni loi et qui tout d'un coup décide de s'engager pour faire une campagne pour interdire pour limiter l'accès aux armes à feu aux États-Unis. Ben, on voit ce que c'est que le boulot de lobbying justement et la quantité d'énergie et l'ingéniosité et la stratégie, la dose de stratégie qu'il faut avoir pour parvenir à ses fins. Ben, voilà, faut s'y mettre quoi. Effectivement, Alternativa fait un super boulot, Colibri fait un super boulot. C'est important de s'appuyer là-dessus, de faire en sorte que ces ONG-là aient du monde derrière elles. Pour les ONG, c'est important de se donner des objectifs, comme je disais tout à l'heure, à la fois atteignables, à la fois compréhensibles et à la fois rassembleurs. Là, pour l'instant, de ce que j'entends, c'est... mais vous ne m'avez pas bien expliqué, mais c'est pas grave, hein. Mais puis vous n'êtes pas obligé de m'expliquer après d'ailleurs, mais l'important, c'est que vous le fassiez. Euh, mais c'est que, encore une fois, soyez hyper compréhensible. C'est à de se dire, bah, là, par exemple, nous, Alternatiba, l'objectif, c'est que chaque village devienne, je dis n'importe quoi, neutre en émissions de CO2. Ça, c'est notre grand objectif à 20 ans. Et là, notre première étape, c'est tel truc. Et il faut, encore une fois, que c'est un truc super simple, rassembleur auquel les gens puissent s'identifier. Donc, j'ai pas d'idée là tout de suite, mais sinon, ça reste un truc pour lequel on a de la sympathie. On se dit, bah oui, c'est bien, hein, c'est vachement bien qu'ils fassent ça. Mais ça reste quelque chose d'extérieur à nous, qui est loin de nous. Donc c'est bien d'être derrière eux, mais c'est bien aussi de pas seulement compter sur eux. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que les ONG peuvent pas tout. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, si vous faites un boulot qui participe au système consumériste capitaliste actuel hyper fort et que vous allez le week-end faire des crêpes pour Alternatiba, ça va faire un peu juste aussi. Donc moi, ce que je vous encourage vraiment à faire, c'est vous pouvez pas sauver le monde à vous tout seul, de toute façon. Ça sert à rien de prendre l'ensemble de la misère du monde sur vos épaules. En revanche, vous pouvez commencer à faire la révolution à l'intérieur de vous-même, dans votre petit, dans votre petit univers. Et pour moi, le moyen de commencer, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est demandez-vous ce que vous feriez dans la vie si vous avez 20 millions d'euros sur votre compte en banque et que vous n'aviez plus jamais besoin de travailler. Et je pense que la réponse à cette question, c'est le meilleur moyen de commencer à avoir un impact énorme dans le monde.
Voilà, et je vous remercie beaucoup d'avoir écouté. En fait, ils se filment en lui-même.